Aujourd'hui, on a fait une visite à la Bourse de commerce qui abrite maintenant en fait la collection François Pinault, la collection Pinault, depuis mai dernier, ouvert au grand public. Le choix de ce sujet parce que c'est vraiment l'un des musées plus importants qui était ouvert à Paris en année dernière et c'est aussi un institut qui expose en fait des œuvres contemporaines très intéressantes et c'est là que j'aimerais bien vous partager avec vous en fait ce que j'ai compris de ces œuvres et aussi l'histoire de cet endroit qui est vraiment fascinante, qui fait vraiment au cœur de l'histoire de Paris. Pour commencer, vous connaissez peut-être déjà très bien l'ancienne bourse de commerce qui se trouve entre Centre Pompidou et les Halles. Donc, on a ici l'architecture en rond avec la coupole qui est emblématique de la bourse de commerce. Et cette photo, c'est daté, je crois, des années 50 ou 60 parce que on trouve encore les halles ici, donc le ventre de Paris, d'après Zola. Ici, il y en a en fait à l'époque, il y avait 10 pavillons qui vendent des denrées, des nourritures pour la vie quotidienne, donc la vente grossiste. Avant, ce marché est déménagé à Rungis, dans la banlieue de Paris. Et on a la bourse de commerce qui se situe à cette partie-là. Mais plus avant que ce soit bourse de commerce, en fait, c'était la halle au blé, comme vous voyez sur ces dessins. euh, qu'on trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'était construit en fait vers milieu du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI, parce qu'à l'époque, en fait, Paris, c'est une ville, donc c'est très important de nourrir les Parisiens avec les céréales. Et Louis XVI a choisi en fait de construire une halle au blé au centre de Paris, proche de Louvre. C'est aussi pour contrôler en fait le prix des céréales, la mesure, la vente, pour bien avoir, enfin, les taxer. Mais aussi, comme on le sait, la nourriture est au cœur de la politique pour nourrir tous les habitants. D'où vient cette halle au blé où on exerce en fait le commerce, la vente et les achats de céréales. Mais avant la halle au blé, ce lieu a déjà plein d'histoires parce qu'en fait, à l'époque de Catherine de Médicis, qui est la reine de Henri II, elle avait déjà choisi cet endroit pour construire un palais, pour s'échapper un peu au palais Louvre qui est sombre, noir, vieux. Donc cet endroit-là, il n'est pas loin du Louvre. Et Catherine de Médicis avait construit son propre palais, mais malheureusement, le palais était rasé avec la transformation de la ville de Paris. Et seulement cette colonne qui était restée, comme vous voyez ici. Euh, ça, en fait, c'est parmi l'un des plus anciens monuments historiques à Paris. Donc, lors de la construction de la halle au blé, il y avait des discussions, en fait, la décision, en fait, le plan était de détruire cette colonne parce que elle bloque en fait le transport, mais aussi elle empêche en fait de faire une architecture en harmonie, en symétrique. Mais à l'époque, il y avait déjà des opinions publiques et finalement, on a décidé de conserver cette colonne en rajoutant en fait une fontaine au bas de la colonne parce que l'idée du XVIIIe siècle pour faire l'architecture, c'est il faut avoir la beauté, donc côté décoratif, mais aussi la fonctionnalité. Il faut s'associer bien les deux. C'est comme ça, en fait, cette colonne fut conservée et il est toujours là aujourd'hui. Et pour rentrer dans notre visite aujourd'hui, donc la bourse de commerce est transférée en fait maintenant pour abriter la collection Pinault. Donc c'était la collection privée de François Pinault, mais il avait transféré en fait à sa fondation pour exposer en fait à la bourse de commerce. Et l'espace a été aussi aménagé pour accueillir ses œuvres. La première que je voulais vous montrer, c'est cette belle statue
sous la coupole de la Bourse de commerce, baignée de lumière. Cette statue qui rappelle en fait la Renaissance italienne sur l'enlèvement des Sabines, comme vous voyez ici de près. En fait, ce n'est pas une statue en marbre, mais elle est réalisée en cire. Comme vous voyez ici, on retrouve vraiment l'aspect des couleurs et des matières du marbre, mais tout a été fait en fait moulé à partir de la cire. Et c'est une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle Urs Fischer. Donc cette œuvre a été réalisée en 2011. Il avait en fait moulé sur une fameuse statue, l'enlèvement des Sabines, de l'artiste italien Giambologna, qui est daté du 16e siècle, vers la fin du 16e siècle. Donc on est vraiment dans la Renaissance, haute Renaissance italienne, la période maniériste. Et comme vous voyez, c'est très beau. Et ici, comme il est fait en cire, en fait, l'artiste l'a transformé comme une grande bougie. Parce que cette statue est allumée tous les jours pendant les heures d'ouverture du musée, et c'est allumé tous les jours. Donc, en fait, c'est l'artiste, il voulait créer une sculpture vivante. Vivante, c'est-à-dire qu'il change, c'est pas figé. Tous les jours, à tout moment, comme la cire brûle, c'est jamais pareil. C'est pour ça qu'en fait, c'est un concept qui est très intéressant, ce qu'il voulait introduire euh, dans la pour ce commerce, pour la première exposition d'ouverture. Donc ici, c'est en mai 2021, lors de l'ouverture, que j'ai pris cette photo. Et après, en juin, je suis revenue. Vous voyez déjà la partie haute de la jeune fille et de la Sabine, ça a déjà commencé à tomber et disparaître. Et puis en septembre, la statue continuait de s'évoluer. Ça, c'est en novembre. On voit en fait la cire qui coule et on voit le support métallique qui est à l'intérieur. Et puis, ce dernier photo que j'ai appris il y a 2 semaines, euh, donc on voit vraiment la statue a bien consommé avec la tête qui est tombée. Donc, on a des morceaux de cire qui tombent vraiment un peu partout. Donc, cette œuvre sera exposée jusqu'au dimanche. Donc, ce dimanche, c'est-à-dire que pendant quasiment 7 mois, 8 mois en fait, il a été brûlé tous les jours. Donc pour visiteur, en tant que visiteur tous les jours, même si on va tous les jours, chaque moment, l'œuvre n'est jamais pareille. Parce que déjà, il y a la lumière, il y a du temps, et puis en fait, il est constamment en changement. C'est vraiment une idée de l'artiste en faisant une statue emblématique de l'histoire de l'art, mais le mettre dans le contexte d'aujourd'hui et de faire partager en fait l'audience à cette expérience d'art. Parce que à la fin, c'est quoi l'art? C'est ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Donc, d'un point de vue, c'est nous aussi qui formons l'œuvre d'art. Et comme ce qu'on voit chaque fois est différent, nous, on partage également à la création, à ce processus de création d'œuvres d'art. Et en plus, pourquoi il avait choisi l'enlèvement des Sabines? Parce que c'est la haute Renaissance. C'est vraiment un épisode très important dans la civilisation, histoire européenne. Mais c'est aussi l'enlèvement des Sabines. Ça renvoie en fait sur l'Antiquité, ça fait référence à l'Antiquité, donc l'histoire de l'Empire romain et l'art grec. Du coup, c'est vraiment, on revient à la base, c'est une conversation avec la base ou le point de départ de la civilisation occidentale qui est mis dans le contexte d'aujourd'hui, dans ce lieu encore historique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dialogues, des réflexions sur l'histoire, comment ça évolue et comment nous, en tant qu'humains, des petits individus qui fait partie tous les jours. Donc, c'est vraiment une offre très intéressante et c'est très impressionnant en voir parce que ça donne vraiment, en fait, c'est quasiment comme arbre hein, quand on le voit, donc c'est esthétiquement très bien maîtrisé. En plus, cette œuvre a été réalisée en 2011, mais pour l'adapter au lieu, l'artiste avait rajouté ces 3 marches pour augmenter l'auteur, pour que l'œuvre
qui se positionne mieux dans l'espace pour être dialogué avec la coupole de la Bourse de commerce, donc cette fameuse coupole qui est faite en verre et en métal. En fait, ce n'était pas la coupole originale, parce que la coupole originale était en bois, mais qui était brûlée. Du coup, cette coupole était rajoutée dans le 19e siècle et comme vous peut-être imaginez à l'époque, quand on va rajouter un élément métal, verre sur un lieu historique, c'est considéré comme très moche. Même Victor Hugo, il avait fait des moqueries là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait partie euh, du bâtiment, de l'histoire, et nous, on le trouve très beau, ça fait partie de patrimoine. Donc, notre goût esthétique, ça change aussi avec le temps. C'est encore, en fait, toutes les réflexions que l'artiste voulait nous invite de faire nous-mêmes. Et cette statue n'est pas la seule de cette œuvre pour cette exposition inaugurale, parce que comme vous voyez ici, et également sur cette photo qui est prise à l'étage, en fait, l'artiste il a réalisé aussi d'autres objets, par exemple une statue d'un artiste ami à lui, et également des chaises. Donc ici, on a vraiment des différentes chaises qui étaient faites également à partir de la cire, qui est allumée et brûlée tous les jours, comme vous voyez ici le petit flamme et des bougies ici. Et ce sont des chaises, en fait, ces deux-là, c'est moulé, en fait, moulé à partir des vraies chaises des tribus, des différentes tribus africaines que l'artiste a découvert au musée du Quai Branly. Donc, il a choisi les chaises africaines, mais également d'autres chaises qui font partie de notre vie quotidienne. Par exemple, ce siège dans l'avion, il est quasiment à la fin de brûlure, mais on reconnaît quand même, hein, surtout ici avec le bar, et aussi une chaise du bureau qu'on s'assoit tous les jours. Donc, l'idée, c'était vraiment de présenter une sélection de chaises qui font partie de notre vie quotidienne. Non seulement nous, ça son soi, mais aussi des chaises qui fabriquent en fait, qui témoignent l'histoire. Parce que l'avion, avec le voyage, bon, avec la pandémie, ça ralentit un peu, mais l'avion des vols internationaux, ça a beaucoup changé en fait notre interaction avec le monde, avec les différentes régions. On peut aller en Afrique, etc. Et du coup, c'est vraiment pour c'est l'idée, on a des chaises des tribus, on a des chaises d'aujourd'hui, de notre vie quotidienne, qui témoignent le commerce international, qui fait écho également avec le lieu, parce que c'est la bourse de commerce. Donc, il y a vraiment beaucoup des idées, des concepts qui sont cachés ou sont reflétés dans le choix de ces objets de la création. Et puis, sans parler, bien sûr, le côté esthétique et cette attention aux détails. Par exemple, j'adore cette chaise au bureau, cette partie-là. Ça me rappelle, c'est vraiment comme quand on voit la couleur du cire. Ça rappelle vraiment, en fait, la mousse qu'on a sous le siège. Donc, tous ces cires, en fait, toute cette partie sera exposée jusqu'au dimanche. Après, les cires seront récupérées et ils vont renvoyer à l'atelier de l'artiste pour faire d'autres œuvres. On ne sait pas, mais c'est comme les donner une seconde vie. Donc là, on est vraiment dans une continuité de culture, de la création euh, et écologique, bien sûr. Voilà, donc si vous allez jusqu'au dimanche, vous pouvez encore admirer toutes ces parties. Et comme on est dans cette hall à l'étage, pour ceux qui peut-être connaissent déjà la bourse de commerce, vous allez remarquer en fait cette mur, cette cercle en mur en fait en béton, il est nouveau. En fait, il était ajouté pour compléter, pour transformer ce lieu vers un musée. Et c'était réalisé par un architecte japonais. Donc, c'est une mur en béton. L'idée, c'est créer, en fait, de séparer cet espace, cette très grand hall au centre, pour avoir un couloir et avec un espace dédié à l'exposition au centre. Euh, et, euh, et également, en montant, en fait, ça offre, en fait, une passerelle pour que les gens puissent apprécier les œuvres d'un différent point de vue, un peu à la hauteur, comme où j'ai pris la photo et où voyaient les gens.
Donc, cette mur, en fait, c'est en béton. Il était réalisé sur place. Ça fait un aspect vraiment industriel, mais aussi minimaliste. Comme vous voyez, ces trous, l'artiste l'avait gardé. Donc là, on témoigne, en fait, cet architecte qui reprend l'esprit zen des Japonais de minimaliste. Et finalement, il dialogue très bien avec cet espace. Si on continue, là, on est à l'étage, comme vous voyez ici, en fait, le mur, ça, on peut se balader pour bien, voir, le lieu et dans cette photo, il y a une autre œuvre qui sont, en fait, ces pigeons. Parce qu'on est dans un lieu fermé. C'est pas possible d'avoir les pigeons et bien sûr, c'est pas des vrais pigeons vifs, hein, c'est des pigeons paillés, en fait, ce qui est l'œuvre d'un artiste italien qui s'appelle, Maurizio, Cattelan, et il a créé cette œuvre qui s'appelle Others. Pourquoi ce titre? Déjà, quand on est à Paris, on est tellement habitué à voir les pigeons, qui sont partout. Parfois, on a l'impression les pigeons, sont, des espions, hein, qui nous observent tout le temps et ça, c'est aussi l'idée, ici de l'artiste de les placer en haut, parce que si on voit un peu, cette architecture, cette rondeur, ça rappelle également, en fait, s'il y avait des prisons qui sont comme ça. En fait, c'est quand on fait un espace en cercle, heu les prisonniers qui se placent en bas, ils peuvent être tout le temps observés. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de prisonniers, mais c'est des rappels aux visiteurs. En fait, on est là pour regarder les œuvres. Nous, on observe l'espace, mais nous, on est aussi observés par les autres, les pigeons, voilà, comme ici. Donc là, on est vraiment dans un jeu de réfléchir sur exposer et qui fait partie de l'œuvre ou qui donne la vie à cet espace d'exposition, ce musée contemporain. Et un petit mot sur l'artiste Maurizio Cattelan. Peut-être le nom, ça ne vous dit pas grand-chose, mais lui, il est très connu récemment, il y avait 2 ans, pour sa fameuse banane. Donc, cette œuvre, c'est l'artiste, il avait mis une vraie banane sur la mur avec un scotch et c'est une œuvre d'art. Et en plus, cette œuvre d'art a été présentée à Art Basel et il y avait 5 copies qui étaient achetées soit par le musée ou par les collectionneurs privés à des prix très élevés. Du coup, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une œuvre? Et surtout, en fait, lors de l'Art Basel, il y avait un visiteur, il avait arraché cette banane et il l'avait mangée. Donc on voit un peu le procédé, de cet artiste, de humour, noir, ou un peu provocante, qui essaye en fait de nous faire réfléchir sur des choses qui est très banales de la vie, essaie de donner un sens donc voilà. Et si on continue, dans cette partie de couloir, qui fut créée, en fait, maintenant avec, la mur en béton, on trouve, en fait, ces vitrines d'exposition qui étaient construites, qui étaient fabriquées, en fait, pour l'exposition universelle à Paris, de 1900. Donc ces cabines de sont bien conservées et on le garde sur place. Comme vous voyez, en fait, il y a une vingtaine et François Pinault a invité un autre artiste français, Bertrand Lavier, de présenter les œuvres dans ses vitrines. Donc Bertrand Lavier, c'est un artiste français en fait, et il a fait des objets très différents et il aime bien en fait aussi de s'inspirer de la vie quotidienne et transformer des objets qu'on est tellement familiers ou peut-être on prête plus l'attention pour les transformer en œuvres d'art. Par exemple, au milieu, ça c'est l'une des œuvres de mes préférées, on voit une scie et on voit une lance. En fait, l'œuvre s'appelle Silence. C'est un jeu de mots que j'adore ici. Et puis à droite, vous voyez ici, en fait, on a 2 rouges. En fait, cette œuvre s'appelle Rouge géranium par Tolène et Valentine. En fait, ce rouge géranium, c'est une variété de rouge qui est dans le catalogue des couleurs produits par les créateurs de peinture, etc. Et en fait, l'artiste, il avait acheté rouge géranium chez Tolan, qui est l'un des créateurs de peintre mondial, et chez une autre Valentine. Et apparemment, en fait, les couleurs ne sont pas pareilles quand on les met à côte.
Du coup, bah, la question de l'artiste ici, c'est que, quand on attend acheter, quand on attend, avec le même chose, est-ce que c'est juste le nom qui est même et le contenu est toujours différent? En fait, c'est vraiment qu'il nous propose une réflexion, sur la normalité et le contenu et ce qui est vraiment, derrière. Et finalement, on a ici un teddy bear, que l'artiste avait fixé sur, une installation pour l'exposer. On a tous, des poupées, des nounous quand on était petits, qui a vraiment un objet, je pense, qui est très cher à beaucoup de monde, avec une charge émotionnelle. Mais là, en fait, l'artiste nous invite de prendre distance avec cet objet, parce que dès qu'on le voit, ah bah, ça rappelle les souvenirs d'enfance. Mais ici, on ne peut pas le bouche toucher, on ne peut pas le prendre dans les bras, Heu, il est exposé à distance, donc ça c'est aussi, voilà, une question ou un défi lancé par l'artiste pour, nous faire réfléchir ou sentir. Donc comme vous imaginez en fait, ces œuvres quand on se promenait, c'est pas toujours facile à comprendre. Donc pour ma première visite à la bourse de commerce, j'étais, plutôt en fait c'est un mélange d'émotions, être impressionnée mais être déçue parce que, tout au début, en fait, il y avait quasiment très peu d'explications. Et après, j'ai fait beaucoup de visites, guidées parce que sur place, en fait, il y a des médiateurs qui organisent des micro-visites de 15 à 20 minutes qui vous expliquent les œuvres d'art, les différents artistes et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à comprendre un peu plus, et c'est devenu très intéressant. Là, c'est devenu vraiment un jeu que dès que tu as trouvé le piste, tu essaies, de les déchiffrer et je le trouve qui est vraiment, très intéressant. Et si on continue, une autre œuvre que j'aime beaucoup, comme vous voyez sur, l'écran, voilà, on a une chaise, avec, des objets et cette chaise, en fait, on le trouve un peu partout, il y en a plusieurs, hein, à la Bourse de commerce. En fait, c'est des œuvres d'un artiste, française qui s'appelle Tatiana Trouvé et c'est un ensemble des œuvres qui s'appelle Le Gardien. Partager avec vous mon expérience. Donc, la première fois, j'étais arrivée à la Bourse de commerce. Après, j'ai passé la sécurité, même avant de rentrer dans les halles. J'ai vu une chaise comme ça avec un coussin. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il y a un oreiller qui est là-dessus. En fait, après, j'ai vu d'autres et j'ai compris, c'était des œuvres d'art. Ici, comme vous voyez, avec cette chaise, qui a l'air comme une chaise banale, en fait, cette chaise était faite entièrement en bronze et cet oreiller qui est en fait fait de marbre. Et également, cet livre, on voit les pages, mais en fait, c'est fait avec marbre. Donc, c'était vraiment hallucinant au niveau de technique. Et l'idée de Tatiana Trouvé, c'est de c'est un jeu de essayer de nous faire remarquer, ces chaises qui sont laissées dans les coins, comme les chaises pour les gardiens, parce qu'en général, il y a toujours des superviseurs, les gardiens au musée, mais est-ce qu'on les prête toujours attention ou non? Elles sont devenues un peu invisibles et eux aussi peut-être s'ennuient, donc ils lisent d'où viennent, ces objets. Ici, on trouve même, les chaussures qui sont aussi, faits, en bronze, les livres, et cetera. Et c'est en fait à partir, des vraies expériences personnelles de Tatiana Trouvé, parce qu'elle est artiste, mais pour gagner sa vie, elle avait travaillé aussi comme gardienne dans, plusieurs musées en France pendant des années. C'est aussi ses propres expériences. Donc, là, c'est vraiment une offre qui est très intéressante parce que ça a tiré l'œil et il y a plein de surprises et finalement ça provoque aussi, un peu des réactions, des réflexions. Donc bon, ce qui est dommage, c'est qu'en fait cette œuvre, il est plus exposé au musée, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de partager, avec vous. Et si on continue, là, c'est l'un des, artistes très importantes qui était présenté, au rez-de-chaussée à la Bourse de commerce qui s'appelle David Ammons. C'est un artiste, américain, donc afro-américain. En fait, il a dans les années, 70, il a commencé en fait, il a créé un procédé, artistique qui s'appelle body print. Comme vous voyez ici, c'est l'une des premières œuvres qu'il avait réalisées.
qui s'appelle Un cri de l'intérieur, donc qui nous rappelle le cri de manque. En fait, pour le réaliser, l'artiste, il a mis en fait, il mettait de la grasse, de matière grasse comme le margarine ou de l'huile sur son corps, et puis il va rouler sur le papier ou le tissu pour laisser des traces de son corps. Et après, il va rajouter l'encre pour compléter les œuvres. Comme ici, ça forme l'image vraiment un homme qui est en train de crier. On voit bien la bouche ici. Ces body prints ont eu un très grand succès à l'époque aux États-Unis, enfin même dans le monde entier. Et à un moment, David Ammons s'est dit, bah, j'en ai marre avec tous ces l'art commercial, je vais arrêter, je vais faire d'autres choses. Il commençait en fait à collectionner les déchets, vraiment tous les objets, les matières que les gens jetaient dans les poubelles, dans la décharge. Il les collectionne et il fabrique des œuvres à partir de ces objets. Donc je pense financièrement, en fait, avec Body Print, il est déjà dans une situation assez confortable. C'est pour ça, en fait, les autres créations qu'il avait fait depuis, c'est toujours commandé par les institutions ou par les collectionneurs privés. Donc c'est très rare, en fait, de voir les œuvres de David Hummels et on a de la chance, en fait, de les avoir plusieurs dans la collection François Pinault parce que Monsieur Pinault l'avait accompagné pendant longtemps dans sa carrière. Ici, j'ai choisi deux exemples, deux œuvres pour vous, qui est toujours en exposition à la Bourse de commerce. Donc, on a cette bocal qui s'appelle Fly in a Jar, donc les mouches dans un bocal. De l'ensemble de l'œuvre était fabriqué avec des matières, des objets récupérés, donc abandonnés. On voit ici, en fait, dans un bocal, en fait, l'artiste, il a utilisé les zips euh, comme ou des petits bouts de métal comme des mouches. Et ça rappelle, en fait, c'est un peu souvenir d'enfance quand on met des luisants dans les bocals euh, pour allumer. Et ça, c'est en fait une pratique qui est assez à la mode en fait courante dans une région aux États-Unis où habitent beaucoup des Afro-Américains. Donc ici, ça renvoie un peu à ce côté souvenir d'enfance, mais aussi une mémoire communautaire afro-américaine. Et à côté, on a cette œuvre qui s'appelle Sans titre. Voilà, donc ici, vous voyez un peu quand, pour la première fois, quand je suis allée là-bas, c'était vraiment très difficile de comprendre les œuvres, euh, tous nommés sans titre. Donc là, vous voyez un cadre de basket, mais qui était d'une façon décorée luxueux avec les bougies, les lustres, cristal. Et en fait, l'idée de cette œuvre, quand on le voit, ça nous rappelle en fait le salon des familles très riches américaines avec les lustres, avec les bougies. Et pourquoi le basket? Parce que pour les Afro-Américains, euh, jouer le basketball, c'est parmi les choix ou des pistes limitées d'ascension sociale. Comme vous le savez, en fait, aux États-Unis, les universités, ils ont des équipes de basket et ils recrutent en fait les élèves lycéens euh, à partir pas sur leurs notes, mais sur leur capacité de jouer du basket. Donc, pour les Afro-Américains, si tu joues bien au basket, bah, tu peux avoir ton carrière, avoir succès, avoir de l'argent. Et ça, c'est un peu l'idée que l'artiste voulait mettre derrière ses œuvres. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour comprendre les œuvres de David Ammons, il faut connaître l'histoire des Afro-Américains, leur situation, euh, des États-Unis, qu'on est plus ou moins ignoré, même si on entend parler, voilà, Black Lives Matter, qui est encore un sujet d'aujourd'hui. Donc, ces œuvres, en fait, comment dire, qui nous révèlent ces problèmes qui nous fait voir affronter en fait ces sujets sociétals, historiques. En même temps, ça exige également une connaissance de la part de l'audience pour le comprendre. Et je pense que c'est ça un peu la difficulté de comprendre une œuvre d'art. Il faut toujours mettre dans le contexte euh, du temps et également sociétal, historique. Et pour en finir,
j'ai choisi en fait cette peinture. Si vous allez sur place, vous allez voir dès votre entrée, qui est une très grande peinture qui était réalisée par un artiste français qui s'appelle Martial Ress. En fait, lui, c'est l'un des pionniers de l'art pop art en France. C'est pour ça que vous trouvez en fait ces couleurs fluo très flashy dans la peinture. Et cette peinture s'appelle Ici plage comme ici-bas. L'artiste, en fait, il utilise beaucoup la mer, la Côte d'Azur dans ses œuvres que nous trouvons ici. Pareil, la Côte d'Azur, hein, là, ça fait référencer à l'eau de la mer. Et on a la montagne Sainte-Victoire. Par contre, je trouve que c'est pas une peinture qui est facile à interpréter. Moi, ce que je vois, c'est, il y a les gens qui font les fêtes à ce côté-là, très contentes, en bikini et un peu plus loin, on voit un fanfare, enfin, comment dire? Des fêtes foraines et quand on va un peu plus loin, là, ils sont moins contents et quand on voit là, tu vois, le l'homme enfin, ça me rappelle quasiment zombie et on a des foules qui sont en violente, enfin, en foule violente derrière et avec, derrière, on voit les bâtiments ou peut-être des banlieues, un peu des bâtiments HLM. Est-ce que cette partie, c'est le paradis? Après, on vient quasiment vers l'enfer. On est vraiment une image, en fait, qui montre beaucoup des humains, quasiment tout type des peuples, des hommes qu'on a dans la société, en différentes situations. Et puis, en fait, cette défile, si vous voyez ici, ça fait référence en fait à la peinture Renaissance italienne. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu les rois mages. Quand ils arrivent, en fait, ils sont suivis par le cortège. Donc, ça, c'est la référence de l'artiste sur l'histoire d'art. Et puis, on a des objets de la vie quotidienne qui nous voulaient peut-être faire référencer encore à pop art ou à notre mode de consommation. Voilà, donc je trouve que c'est une peinture intéressante, mais il y a beaucoup de choses à déchiffrer. Et peut-être c'est vraiment une question ouverte que laissée par l'artiste à l'audience pour notre réflexion. Donc voilà, ici termine notre visite aujourd'hui. Je vous invite, j'espère que ça vous donne envie d'y aller de vous-même sur cette photo, que vous retrouvez, l'endroit et puis cette fameuse colonne de Médicis. Sachant que pour le moment, le musée est en cours, d'aménagement pour accueillir les nouvelles, collections, les nouveaux objets pour la présentation. C'est pour ça qu'en ce moment, le tarif est réduit à 9 € et puis, le 5 février, vous aurez, la nocturne gratuite. Pourquoi pas d'y aller et voir même ce lieu, ça crée vraiment des sensations, ça vaut le coup. Et puis, je vous recommande d'y aller avec votre famille ou des amis. Et votre défi, c'est trouver cette œuvre. Donc, ce petit souris avec un trou, ça c'est une œuvre d'art. In situ encore, se trouve à la Poste de Commerce. Je garde ça en suspense, c'est à vous de le trouver. Et c'est très mignon. Et puis, je vous recommande également, à la maison, vous pouvez écouter via l'apps de la Poste de Commerce, en fait, une série sonore en 8 épisodes. En fait, c'est des enregistrements qui racontent l'histoire de Halle, de la Poste de Commerce, de l'architecture. Et c'était fait vraiment dans les contextes comme on est à Halle, on entend parler les vendre des blés, et cetera. Donc, c'est vraiment très intéressante, que j'ai découvert. En fait, il vient d'être lancé. Je vous recommande fortement et vous pouvez écouter encore en famille avec vos enfants si vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.